Bonjour, c'est Caroline à la librairie Le Fayère à Rennes. Double casquette pour Yvan Jablonka, celle de co-directeur de la collection La République des idées au Seuil et celle d'auteur. Auteur du récit autobiographique En camping-car, où Yvan Jablonka dessine le portrait d'une époque tout en liberté. La librairie Le Fayère avait également beaucoup aimé Les Hommes Justes, un essai sur le patriarcat qui invite au débat. Il publie aujourd'hui Au Seuil, Un garçon comme vous et moi, où il questionne la façon dont nous avons de construire nos identités d'hommes et de femmes. Nous aimons l'érudition accessible des essais d'Yvan Jablonka. Ce qui se lit aujourd'hui avec Yvan Jablonka. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et un éditeur, mais pour cet épisode, nous allons quelque peu en modifier le principe puisque notre invité est à la fois auteur et éditeur et c'est vous, Yvan Jablonka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur et éditeur au Seuil, mais vous n'êtes pas votre propre éditeur puisque vous co-dirigez avec Pierre Rosanvallon La République des idées et vous êtes publié vous-même dans une autre collection que dirige Maurice Hollander, la librairie du XXIe siècle et dans lequel on trouve votre nouveau livre, Un garçon comme vous et moi, un livre autobiographique dans lequel vous racontez et interrogez votre masculinité, ce qu'est être un homme avec ce statut. Alors ce n'est pas tout à fait une égo-histoire comme on a l'habitude de le faire de plus en plus ces historiens, c'est-à-dire des livres dans lesquels ils racontent leur parcours et interrogent leur méthode, mais c'est une autobiographie de genre, c'est ainsi que vous la présentez, un livre qui intervient après celui que vous avez écrit sur l'assassinat de Laetitia Perret, puis votre livre Des hommes justes du patriarcat aux nouvelles masculinités. Je cite ces précédents livres pour indiquer que ce n'est pas la première fois que vous interrogez la place des hommes et des femmes. Pourquoi ces dernières années, dans vos travaux et dans publications, cette question-là, ce thème-là, est devenu aussi présent ? J'ai commencé par travailler sur les enfants abandonnés, ce qui m'a mené, il y a une vingtaine d'années, à évoquer l'histoire des mères qui abandonnent. Donc je me suis beaucoup interrogé sur l'histoire des femmes et la construction du féminin dans une moindre mesure. Et puis peu à peu, j'en suis venu à travailler sur les violences subies par elles, puisque l'abandon des enfants relève en fait de violences sociales et physiques. Et puis c'est ce livre que vous avez cité, Laetitia. Et en écrivant ce livre sur Laetitia, j'ai éprouvé le besoin de rajouter ce sous-titre « Ou la fin des hommes », ce qui montrait que c'était une réflexion aussi sur le masculin, tous ces hommes violents ou pervers qui ont progressivement détruit Laetitia. Et à partir de ce moment-là, j'ai travaillé sur les hommes et plus exactement le masculin. Et ça a donné lieu donc à 3 livres, donc les masculinités pathologiques dans le cas de Laetitia, le contraire, c'est-à-dire l'utopie des hommes justes dans le livre du même nom, ce qui était une manière de réfléchir à une réconciliation entre le masculin et le droit des femmes. Et enfin, ce dernier livre, Un garçon comme vous et moi, qui étudie la construction du masculin, la production du masculin, dans un cas bien réel, un garçon que je connais un peu. Un peu, voilà, puisqu'il s'agit de vous, Yvan Jablonka, et avec quelques paradoxes, parce que vous êtes homme blanc, intellectuel, médiatique par vos livres. Donc c'est-à-dire qu'il y a la question aussi du statut que l'on peut associer à cela, sauf que vous l'avez rappelé, vous avez commencé par travailler en tant qu'historien sur des sujets qui ne sont pas les plus virils, entre guillemets. C'est-à-dire c'est pas l'histoire politique ou l'histoire militaire, mais c'est celle des enfants abandonnés qui vous a intéressé dès l'origine. Ce statut d'être à la fois dans une position dominante, mais de vous intéresser à des sujets qui ne le sont pas, pour traiter ces questions des masculinités, comment est-ce que vous l'envisagez ? C'est vrai, il est important de rappeler à quel point nous sommes situés, et notamment les chercheurs, et donc c'est vrai qu'il fallait que je reconnaisse un certain nombre de positions de domination que j'occupe, enfin de domination, disons des avantages sociaux qui sont les miens. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître que j'ai ressenti un certain malaise dans le masculin et que je me sens pas correspondre au modèle obligatoire de virilité, ce qui me met en quelque sorte en décalage vis-à-vis d'autres hommes, comme si j'étais un demi-homme ou un homme pas complètement fini, ou pas un vrai homme, ou une femmelette aussi, comme on le dit de manière parfois péjorative. Et c'était important pour moi
de réfléchir à la fois sur la construction du masculin et sur cette construction inachevée, en quelque sorte. Et c'est pour ça que le livre s'ouvre sur cette exclamation que j'ai prononcée quand j'avais 17 ans. Je ne suis pas un mâle. C'est ce que vous venez de dire, vous l'avez dit au présent, Yvan Jablonka. Pourquoi finalement cette place-là, dans votre réponse, on sent comme un malaise encore, en tout cas quelque chose qui n'est pas complètement admis. Peut-être par vous, peut-être par les autres. Oui, enfin un malaise, c'est pas des choses qui empêchent de vivre, Le mais mot c'est est un peu plutôt, fort, ouais. c'est plutôt des motifs de réflexion, d'introspection, des examens de conscience. C'est sans doute la même introspection qui m'a poussé à écrire Des hommes justes. Mais effectivement, aujourd'hui comme hier, j'ai pas le sentiment d'être l'homme le plus arrogant, le plus assertif, le plus performant qui existe. Voilà, donc je me sens un petit peu en décalage avec le modèle de masculinité hégémonique, comme dit Raewyn Connell. Et c'est peut-être lié à l'éloge que je fais dans mes livres, l'éloge du doute, de la faille, de l'absence. Tous ces éléments, je les porte aussi en tant qu'homme, en tant qu'historien, en tant que petit-fils, en tant que père de famille, mais aussi en tant qu'homme. Et c'était important d'explorer cette piste. Ce que vous faites donc en revenant sur votre enfance, sur l'éducation que vous avez reçue, vous le racontez, une éducation dans une famille où il y a une neutralisation des genres, où la répartition classique, peut-être caricaturale des genres entre le père et la mère n'était pas distribuée de manière aussi caricaturale. C'est ça aussi qui vous a intéressé, c'est de savoir finalement d'où vous venez et comment est-ce que ce modèle de ce que doit être un homme, ce qu'il en a été pour vous, ce que vos parents en ont fait pour vous. Oui, c'est évident qu'on ne vient pas de nulle part. On est construit par ses parents, ses grands-parents, et puis aussi toute une société, c'est-à-dire des collectifs comme l'école, la famille au sens large, les clubs de sport, la caserne aussi, puisque je suis un des derniers à avoir fait son service militaire. Et donc, c'était important pour moi de comprendre d'où l'on vient, mais pas simplement de manière psychologique ou intime, de comprendre comment se fait une éducation garçon, comment la garçonnité est un produit social et dont nous sommes garçons et filles, hommes et femmes, les héritiers et les promoteurs d'une certaine manière, même pour les femmes, parce que certaines femmes peuvent se reconnaître dans une éducation masculine et évidemment l'inverse est vrai aussi. Justement, cette éducation, quel regard vous portez dessus? Parce que vous avez parlé du service militaire, mais le service militaire dans lequel vous racontez, vous avez principalement traduit des articles de la presse italienne. Je vais être caricatural, il y a plus viril que cela comme manière de faire son service militaire. L'école aussi, vous interrogez, mais vous dites finalement, est-ce que l'école, c'est un lieu où on fabrique des garçons, puisque face à vous, vous avez des enseignants qui étaient surtout des enseignantes. Comment est-ce que vous regardez ça? Oui, les exemples que vous donnez sont très, très éloquents. C'est vrai que j'ai fait mon service militaire, mais j'ai jamais tiré une seule fois avec une arme. J'ai fait quelques jogging, quelques matchs de foot, mais enfin j'ai surtout traduit de l'italien dans un bureau. Et ça, voilà, c'était un décalage que je trouve intéressant en tant que tel. Alors pour ce qui est du sport, j'ai passionnément joué au foot avec mes copains et en club quand j'étais enfant. Et puis j'ai arrêté de faire du foot vers 13-14 ans, au moment de l'adolescence, au moment précisément où mes coéquipiers et mes adversaires commençaient à jouer physique, comme on disait, c'est-à-dire avec une certaine violence assumée. Et là, je m'y suis plus reconnu. Puis d'ailleurs, j'étais trop faible, enfin trop fragile, et je m'y suis plus reconnu. Donc vous voyez, il y a des périodes de construction du masculin, des moments où on se sent plus ou moins à l'aise dans le masculin. Mais en tout cas, de ces matchs de foot jusqu'au service militaire, j'ai eu aussi une éducation tout à fait de garçon. Donc en ce sens, mon genre était tout à fait clair, enfin assumé. Ça veut dire quoi justement, Yvan Jablonka, une éducation de garçon, vous qui avez expérimenté deux systèmes, puisque vous racontez une année aux États-Unis, puis vous revenez en France, vous voyez bien que c'est une éducation qui est plus sévère qu'aux États-Unis, mais en quoi serait une éducation scolaire qui vous aurait amené à former un garçon? C'est pas tant l'éducation scolaire que l'éducation familiale, c'est-à-dire qu'il y avait une grande exigence intellectuelle dans ma famille, et celle-ci a été prolongée, poursuivie à l'école jusqu'en classe prépa, et même au-delà. Et donc, tout ça a constitué en quelque sorte le mur porteur de ma masculinité, parce que c'était un système de grande exigence, de compétition, d'excellence. Buffon, c'était le lycée Henri IV, où effectivement il y avait cette compétition très très forte. Voilà, ça ne veut pas dire évidemment que c'est propre aux hommes. D'ailleurs, ce serait même bien que ce soit à moitié pour les garçons et à moitié pour les filles, parce qu'il n'y a évidemment pas de raison. Mais en tout cas,
dans les années 80, j'avais le sentiment comme ça, surtout dans les filières scientifiques, première S, terminale C, comme on disait il y a 30 ans, c'était aussi une concentration de masculinité, quoi. Ça suintait la testostérone. C'est le contexte dans lequel j'ai dit je ne suis pas un mâle. C'est-à-dire qu'au fond, je me sentais pas bien dans ce milieu, dans ce contexte. Et ce que je voulais leur dire à mes camarades, c'est que j'étais pas comme eux, j'avais pas envie d'être comme eux, j'avais plutôt envie de me sentir dans une forme de sensibilité, de l'amour des mots, la poésie, et puis c'est finalement ce que j'ai fait comme étude, et puis par la suite, c'est aussi ce que j'ai écrit d'une certaine manière. Alors vous racontez aussi la culture populaire, Yvan Jablanca, parce que vous faites partie aussi de la génération qui a été la génération Récréa 2. Vous portez un regard de propositions de dessins animés qui sont extrêmement genrés, Candy d'un côté pour les filles, Goldorak de l'autre pour les garçons. Là aussi, vous aviez plutôt une tendresse pour Candy davantage que pour Goldorak. Comment cette culture populaire de masse, extrêmement de masse dans ces années-là, a pu participer à la construction des mâles et des femmes? Je dirais que la culture de masse a contribué à la production des filles et des garçons entre l'école primaire et le lycée. Dans le cas des garçons dont je faisais partie et dans le cas des années 80, je dirais qu'il y a plusieurs marqueurs de masculinité. Par exemple, toute la galaxie du foot. Alors, ça va être le Mondial 82, l'Euro 84 avec des grands matchs sur lesquels je ne reviens pas, l'épopée de l'équipe de France de cette époque entre Platini et Joël Batz, dont tous les enfants de ma génération se souviennent. Et puis au-delà, il y avait aussi des jeux, par exemple les premiers jeux vidéo de l'histoire, avec ce fameux joystick qui servait à manœuvrer les personnages, le Rubik's Cube, qui fait partie aussi de cette culture matérielle assez masculine de l'époque. Je note aussi l'apparition d'une pornographie de plus en plus démocratique, on va dire, notamment avec la playmate du samedi soir sur Cocorico Cowboy. Sur la première chaîne. Sur la première chaîne, qui n'était pas, c'était pas de la pornographie, bien sûr, mais enfin, c'était de l'érotisme de l'érotisme à l'heure de grande écoute. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça se passerait pas comme ça. C'est sûr, ouais. Voilà, là, on a l'impression qu'on a changé de planète, pour le meilleur, sans doute. Et donc, vous voyez en tout cas que toute cette culture de masse, tous ces divertissements ou pseudo-divertissements, ont eu aussi un écho en matière de genre et ont constitué au façonnement, à la création de cette garçonnité à la fin du XXe siècle. C'était conscient pour vous à cette époque-là, Yvan Jablanca, ou est-ce que vous inventiez d'autres modèles, vous trouviez d'autres modèles pour vous? Je pense que ce que je dis maintenant n'était pas vraiment conscient. Je pense que j'en avais peut-être une forme de prescience ou de sentiment diffus. Mais enfin, les mots, il y a des mots qui n'existaient pas. Le mot genre, le mot gay, le mot même homosexualité, c'est pas le genre de mot qu'on utilisait. Et puis je crois surtout qu'on n'était pas invité à s'interroger sur les constructions sexuées. On était un garçon, on était une fille. Dans la cour de récré, et jusqu'à aujourd'hui, les garçons jouaient entre eux et les filles entre elles. Il y avait d'ailleurs des jeux associés. Les garçons jouaient plutôt aux billes, les filles à l'élastique. Bon, j'ai pas de jugement à porter là-dessus, sauf quand les garçons occupent tout l'espace de la cour de récré. Mais en tout cas, les cultures de genre s'imposent très rapidement dans une enfance. Et ça aussi, ça faisait partie de ma réflexion, comprendre comment ça s'est constitué très tôt, par qui, de quelle manière, au nom de quoi. L'écriture, là-dedans, quand c'était déjà dans ces années-là, années collège, lycée, comment est-ce qu'elle venait interroger ou comment est-ce qu'elle venait vous former, tout simplement? Vous qui dévoilez que c'était un sport pour vous, mais que vous écrivez aussi pour être aimé. J'ai l'impression d'avoir toujours écrit. Alors j'ai un peu écrit des historiettes à la machine à écrire quand j'étais enfant, mais les premiers textes dont je considérais qu'ils étaient sérieux, même si ils étaient aussi mauvais, eh bien ça date de la seconde. J'avais à peu près 15 ans et j'avais écrit des poèmes. Alors c'est des poèmes qui me paraissent un petit peu inauthentiques aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est la première fois que j'ai essayé vraiment d'écrire, d'y mettre du mien. J'avais le sentiment que y avait toute une intériorité qui venait s'y inscrire. Bon, alors il y a beaucoup d'illusions dans tout ça, mais en tout cas, c'est la première fois que consciemment, je me suis dit, j'écris et je vais écrire.
Alors dans ce livre aussi, Yvan Jablonka, vous proposez d'autres formes de masculinité, du sacrifice et celle de souffrance. Aujourd'hui, le modèle de masculinité qui est le vôtre, ce serait lequel ? J'ai beaucoup été dans la masculinité de contrôle. La masculinité qui croit, qui a l'illusion de pouvoir être maître d'elle-même, maître de soi-même. Je dirais que c'est la masculinité que j'ai le plus pratiquée. Maintenant, il faut avoir conscience qu'elle est complètement illusoire, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe dans sa vie. Et en tout cas, si on croit qu'on maîtrise tout, on va au-devant de certaines désillusions, et c'est sans doute mon cas. Donc, j'essaye justement d'avoir des masculinités plurielles et de me libérer d'un certain nombre de modèles ou de schémas ou de croyances. Donc je vais vous faire une réponse un peu déceptive, mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque que je décris dans ce livre, c'était plutôt comme ça une masculinité de contrôle ou de sacrifice pour travailler tout le temps, écrire tout le temps, et donc en quelque sorte s'abolir dans un dessin plus grand que moi. Alors, ce livre est composé de ce texte, Yvan Jablonka, mais vous faites appel à beaucoup d'images, des photographies, des objets de cette époque. Quelle fonction ont-ils pour que vous ayez choisi de les mettre dans le texte ? C'était important pour moi de montrer qu'il y a des sources. Les sources, ce sont des objets, des photos, des témoignages. Beaucoup de témoignages, à la fois les journaux de l'époque et en même temps des anciens camarades que vous êtes allé interroger pour ce livre. Oui, ça me paraissait important de dire d'où je parlais et au nom de quoi. Ce qui est frappant, c'est de voir que beaucoup d'autobiographies s'écrivent qui sont fondées seulement sur les souvenirs de l'auteur ou de l'autrice. Et moi, j'ai envie de dire, il y a d'autres sources possibles. C'est l'historien qui parle aussi, qui a cette mais c'est tout à fait l'historien qui parle, mais en tout cas il me paraît évident, et même c'est surtout profitable. C'est-à-dire on peut interroger des proches à charge ou à décharge, on peut essayer de comprendre quels sont les objets, les souvenirs, les photos, les vidéos qui ont compté pour nous. C'est ce que j'ai essayé de faire, ça rend le propos plus solide d'une certaine manière. Alors dans cette série de podcasts, on s'intéresse donc aux auteurs, mais aussi à leur rapport aux éditeurs. Donc je dis au tout début, Yvan Jablonka, vous avez cette double casquette. Pour l'instant, je m'adresse d'abord à l'auteur. On verra avec l'éditeur tout à l'heure. Vos livres sont publiés dans la librairie du XXIe siècle aux éditions du Seuil que dirige Maurice Hollander. Qu'est-ce que vous attendez en tant qu'auteur d'un éditeur, de votre éditeur ? Que ce soit le premier lecteur, un lecteur à la fois critique et bienveillant, si on permet ce paradoxe. Mais Maurice Hollander est un éditeur formidable, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous laisse très libre et en même temps qui vous fait des remarques qui sont en fait toujours justes et dont j'ai toujours tenu compte, cela dès mon premier livre avec lui sur l'histoire des grands-parents. Et puis c'est aussi une très grande fierté d'être dans la librairie du XXIe siècle, parce qu'on est entre Pérec, Lévi-Strauss, Nicole Lapierre, Jacques Roubaud et tant d'autres, et c'est bien sûr une fierté. Donc je suis fier d'avoir publié 5 livres dans cette collection. C'était une collection effectivement que vous lisiez et qui vous a influencé. Oui, je me souviens d'avoir lu avec admiration Jean-Claude Grimbert, notamment Mon père inventaire, qui était paru effectivement dans la librairie du XXIe siècle, de même que les derniers livres de Pérec. Donc bien sûr, je connaissais cette collection et ça a été un rêve d'enfant que d'y être admis. Vous avez dit qu'il faisait, Maurice Hollander, quelques remarques sur vos textes. J'aimerais que vous nous racontiez justement comment ce texte se transforme dans cette relation à votre éditeur. Je vais vous donner un exemple qui date de mon premier livre avec lui, l'histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Au début, je voulais supprimer les notes en bas de page. Et il m'a dit non, pas question, c'est fondamental, il faut les laisser. Donc j'ai suivi son conseil. Et puis il y avait aussi les chapitres ne portaient pas de titre. Et là, il m'a conseillé des titres pour faire un petit peu quelque chose de plus vivant. Et je crois que j'ai conservé tous les titres qu'il m'a proposés et je ne l'ai jamais regretté.
Et 5 livres plus tard, comment est-ce que ce travail avec lui a évolué? Parce que maintenant, vous savez quelles sont ses attentes, vous savez comment il fonctionne. Ah ben non, Et lui, parce c'est aussi que comment? non, c'est toujours en fonction d'un livre. Donc, par exemple, en lisant ce livre, il m'a dit du chapitre, entre le chapitre, je sais plus, 8 et 13 ou 8 et 14, c'est un petit peu, la tension retombe. Bon, alors, il me l'a dit de manière très délicate, mais je pense que ça veut dire que le lecteur commençait un peu à s'ennuyer. Donc, j'ai densifié, j'ai condensé, j'ai supprimé, et j'espère que c'est un petit peu plus nerveux. Et puis donc votre autre activité est celle, Yvan Jablonka, d'éditeur. Vous co-dirigez avec Pierre Rosanvallon la collection La République des idées, toujours aux éditions du Seuil. Vous avez parlé de la collection dans laquelle vous êtes publié la librairie du XXIe siècle. Donc là, vous vous retrouvez au Seuil. En quoi vous semblez être, pour vous, un auteur Seuil? Parce que le Seuil est une maison formidable. C'est une maison de gauche qui accueille toutes les sensibilités de gauche, de l'extrême gauche à la gauche démocrate chrétienne des années 30 ou 50. Et puis le catalogue est magnifique. J'ai même pas besoin d'expliquer en quoi. En littérature, en critique littéraire, en histoire, dans tellement d'autres disciplines. Et puis voilà, les éditeurs qui y travaillent sont géniaux. Enfin, c'est vraiment une très belle maison et c'est une fierté pour moi que d'y travailler. Qu'est-ce qui vous a intéressé en tant qu'historien et donc aussi en tant qu'auteur à être également éditeur? Ça fait un petit peu partie d'un même travail, c'est-à-dire qu'on fait ses propres livres et on fait ceux des autres. On écrit et on suggère aux auteurs aussi des choses pour améliorer leurs propres livres. Donc voilà, ça me fait plaisir de faire un petit peu les deux. Et puis ça me fait aussi lire des livres que sinon je ne lirais pas nécessairement. Dans La République des idées, il y a énormément d'ouvrages sur l'économie, la sociologie, la géographie, la discipline Internet. Et c'est sans doute des livres que je ne lirai pas systématiquement. Et ça, justement, ça m'apprend beaucoup de choses. Ça m'apprend aussi à affiner ma pensée, à la rendre un petit peu plus concise, plus sèche. Et j'en ai besoin en littérature. Justement, en tant qu'éditeur, sur ces livres-là qui vous sont plus éloignés, comme ceux de Dominique Cardon, par exemple, sur l'Internet, le savoir, c'est lui qui l'a. Mais comme là, pour vos livres, le savoir, c'est vous qui l'avez. Comment se passe dans ce cas la relation avec l'auteur pour savoir, entre le savoir et ce que doit être le livre, comment trancher? Disons que quand on est éditeur, on doit comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Ça a l'air d'un truisme dit comme ça, mais parfois je comprends pas la phrase parce que soit je suis pas assez intelligent, soit la phrase est trop compliquée, mais dans tous les cas ça va pas. Il faut que le lecteur, et moi le premier en tant qu'éditeur, comprennent ce qui est dit. Donc dans ces cas-là, je propose un petit changement à l'auteur ou à l'autrice. Je lui dis on pourrait peut-être faire ça comme ci, comme ça, tel passage est trop. Donc en fait, être éditeur, c'est d'abord être un lecteur, peut-être un super lecteur, ou un lecteur privilégié. Mais c'est jamais qu'un travail de lecture et ensuite de discussion, un petit peu de diplomatie. Mais enfin, les auteurs savent bien qu'on est là, pas pour les embêter, mais plutôt pour servir leur ouvrage. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un texte ou chez un auteur pour que vous le publiez? Dans La République des idées, oui. Il faut que ce soit l'excellence des sciences sociales avec une enquête fondée sur des données neuves. Et à propos d'un sujet original qui est d'actualité, enfin qui va éclairer une partie du monde contemporain, par exemple l'approfondissement de la démocratie, la réforme du capitalisme, les grands enjeux de genre ou environnementaux, l'association entre le meilleur des sciences humaines, un sens pédagogique, et puis des sujets d'actualité, des sujets brûlants. Eh bien, ça fait une alchimie qui produit un livre. Et ce genre de livre, nous en publions 4 à 6 par an. Alors, La République des idées, c'est très différent des livres que vous pouvez faire, parce que vous l'avez dit, ce sont des sujets parfois qui rencontrent l'actualité. Comment est-ce que vous considérez cela? Vos livres, ils peuvent durer, Laetitia d'ailleurs devient une série télé, on peut le relire dans 5 ans, dans 10 ans, le livre sera toujours d'actualité. La République des idées, il y a certains sujets, notamment quand ça a trait à l'économie ou quand ça a trait encore plus au monde de l'Internet, fait que ça va très très vite et donc ça change beaucoup. Comment est-ce que vous prenez ça en compte? La durée de vie, l'inscription d'un livre dans son temps n'est pas la même dans ce cas-là. C'est pas quelque chose dont on tient compte. On n'écrit pas un livre pour que celui-ci existe encore 50 ans plus tard. On écrit un livre parce qu'il est nécessaire, parce qu'il est intéressant, parce qu'il va éclairer une société. Si ensuite il devient un classique, tant mieux.
Mais le livre de Fourastier, Les 30 Glorieuses, est tellement devenu un classique qu'aujourd'hui on utilise Les 30 Glorieuses sans savoir que c'est le titre d'un livre. Donc certains de nos livres resteront des classiques, c'est sûr. Maintenant, c'est pas pour cela qu'on les publie. On les publie par intérêt, par passion, par sentiment d'une nécessité. Vous avez dit que c'était des livres qui devaient apporter une compréhension du monde, et puis tout à l'heure, quand vous avez défini la maison d'édition du Seuil, vous l'avez positionné idéologiquement. Est-ce que des textes qui arriveraient, qui ne seraient pas dans vos idées politiques, vous pourriez les publier ? Ça dépend ce que vous appelez par idée politique ou non. Je restais très vague exprès. Bah oui, on ne publiera pas des brûlots d'extrême droite, de pseudo-réflexions racistes. Non, ça bien sûr. Maintenant, si c'est pour s'interroger sur la réforme du capitalisme et proposer un certain nombre de pistes ou de solutions, oui, on ne va pas se demander si c'est de droite ou si c'est de gauche. Alors évidemment, on fait plutôt des livres réformistes, enfin des livres éclairés, des livres de progrès. Mais enfin, là encore, on ne lit pas avec une grille intransigeante. Et puis la République des idées a une spécificité, c'est qu'elle se remarque en librairie par l'objet. J'aimerais qu'on parle de l'objet. Autant les livres que vous publiez, ils ne se ressemblent pas au niveau de l'objet, parce que la forme, parce que le choix d'image ou l'absence d'image fait que ça ne se ressemble pas. Tant que la République des idées, c'est toujours une couleur dominante pour la couverture. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous, et comment ça se décide ? Oui, c'était important quand la collection a été fondée par Pierre Rosanvallon et mon prédécesseur Thierry Pêche. Ils ont décidé de faire un format presque poche avec des couvertures chaudes, rouge, orange, jaune, aujourd'hui mauve. Ce sont des couleurs qui se remarquent tout de suite sur une table, et c'est important de se faire remarquer parce que la production est tellement importante aujourd'hui que oui, il faut avoir une valeur ajoutée, au moins sur le plan de la typographie, de la mise en page. Et nos livres sont, je crois, à la fois maniables, commodes et agréables, sans parler du contenu, bien sûr. Et puis en même temps, c'est le choix de la sobriété qui a été fait pour la couverture, là où d'autres pourraient être plus dans l'inventivité, ou en tous les cas de surcharger peut-être l'image. Non, je crois que c'est bien. Ce sont des couvertures typo avec une écriture assez sobre, et puis cette couleur très intense qui fait l'œil est tout de suite attiré. Et puis ensuite, ce sont aussi des livres dont on parle pas mal dans la presse. Et donc, le lecteur sait par avance que les livres vont structurer le débat autour d'eux. Voilà, ils sont à retrouver dans la République des idées, donc collection que vous co-dirigez avec Pierre Rosanvallon, et puis votre livre Yvan Jablonka, un garçon comme vous et moi, et lui publié dans la collection La librairie du XXIe siècle, toujours aux éditions du Seuil. Yvan Jablonka, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.